Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Q&A. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous n'avez pas trop chaud là où vous êtes. Je vais commencer tout de suite avec la première question qui est: comment est-ce que tu te comportes à l'approche d'un événement stressant, un rendez-vous important, une échéance, un déplacement, des fêtes de famille chouettes mais pas reposantes ou qui rappellent un deuil, etc. As-tu des tips à partager qui peuvent aider à accueillir en douceur ces périodes de la vie? Alors, oui. En général, quand il y a un événement stressant comme ça qui approche, je dirais que j'essaye de me donner beaucoup d'espace. En fait, de vraiment me donner beaucoup d'espace, plus encore que d'habitude, pour ressentir toutes les émotions. Je pense que c'est vraiment dans ces moments-là que le yoga et la méditation, que ce soit en mouvement ou statique, prennent tout leur sens. On a beaucoup tendance à essayer de fuir le stress et de serrer les dents jusqu'à ce que l'échéance soit passée. Mais personnellement, je trouve ça épuisant et ça ne fonctionne pas très bien pour moi. En fait, le stress a forcément tendance à ressortir d'une manière ou d'une autre et jamais de façon très agréable. Donc au contraire, j'essaye de privilégier des moments où je suis seule, où je peux être seule et où je me laisse ressentir le stress, la tristesse, le deuil, quoi que ce soit, pleinement, sans essayer de les repousser. Et pour ça, du coup, une pratique de méditation, encore une fois, ça peut être un mouvement, ça peut être du yoga, c'est pas forcément assis à essayer d'être en contact avec ses émotions et de juste vraiment laisser tout ça s'exprimer. Et en général, je pleure un bon coup et puis c'est reparti. mais voilà, de ne pas enfouir les émotions, je dirais clairement, et de se donner de l'espace pour les ressentir et pour les laisser dire ce qu'elles ont à dire finalement, les accueillir, les accepter, savoir qu'elles sont là pour une raison et s'écouter, en fait, se donner ce moment pour s'écouter. C'est une pratique, encore une fois, c'est pas quelque chose qui vient facilement au début, ni même à la fin. C'est pas toujours évident, mais je pense que c'est des pratiques qui sont vraiment importantes et qui font toute la différence finalement. Et puis, comme toujours, il est important de prendre donc le temps de s'écouter et de voir ce dont on a besoin. Donc ces moments permettent aussi de se dire, ok, de quoi est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de m'isoler? Est-ce que j'ai besoin au contraire d'être entourée, d'avoir des gens bienveillants près de moi? Est-ce que j'ai besoin de dormir? Est-ce que j'ai besoin de faire un sport qui va me défouler? Est-ce que j'ai besoin de me prendre une heure, donc par exemple pour une échéance comme ça, de me prendre une heure sans distraction, sans téléphone, de jeter mon téléphone par la fenêtre ou dans une autre pièce en tout cas? De quoi est-ce que j'ai besoin, tout simplement? Et ça peut être n'importe quoi, mais il faut pouvoir prendre ce temps pour se poser la question, en fait, et souvent on ne le prend pas, j'ai l'impression. S'entourer de gens bienveillants, c'est toujours aussi une bonne idée, des gens qui vont vouloir notre bien, des gens qui vont avoir les mêmes objectifs que nous, des gens qui vont nous poser des questions ou simplement être là et avoir une présence apaisante. Et en dernier point, je dirais aussi d'avoir des limites claires et sur lesquelles on ne négocie pas. Je pense par exemple aux fêtes de famille où on a peut-être été conditionné à faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Et à un moment, on est en droit de se dire que bon, on est adulte et nos besoins peuvent aussi être respectés. Et ces dynamiques qui ont lieu depuis toujours peuvent aussi être renversées à n'importe quel moment si elles ne nous servent plus. Ou si elles ne nous servent pas tout court. Donc voilà, je dirais que c'est ce qui me vient en tête en tout cas maintenant. Et c'est déjà, si on arrive à faire ça, je pense que c'est déjà pas mal, clairement. Et voilà. La seconde question, comment rendre des habitudes automatiques? Alors, il y a plein de techniques qui peuvent aider à ça. Je veux dire, ici aussi, celles qui me viennent spontanément en lisant la question. La première, ce serait d'attacher cette nouvelle habitude à une habitude qu'on a déjà, donc le habit stacking. Par exemple, après m'être brossé les dents, je fais 5 minutes de méditation.
Donc le fait d'attacher cette nouvelle habitude à quelque chose qu'on fait déjà tous les jours, de préférence, ça permet d'ensuite voilà, d'avoir cet automatisme qui se crée à chaque fois, tous les jours. Après m'être brossé les dents, je fais 5 minutes de méditation. Tous les jours, pendant que mon café percole, pendant que mon café se prépare, je vais faire 3 salutations au soleil. Voilà, ce genre de choses. Tous les jours, avant d'aller dormir, je fais ma méditation, j'écris dans mon carnet, quoi que ce soit. Et du coup aussi avoir des rappels visuels, ça peut aider. Donc ne pas ranger le tapis de yoga dans une armoire, voilà, le fait de l'avoir en visu, ça peut aider par exemple. Ou bien de poser un carnet sur sa table de chevet pour se souvenir d'écrire dedans le soir avant d'aller se coucher. Donc, moi, tous les soirs j'ai mon carnet qui est sur ma table de chevet et même si je suis crevée, je vais me poser sur mon lit, je vois que le carnet est là, je vais écrire une phrase dedans, voilà. Voilà. Pareil avec le tapis de yoga, ou qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, des fruits sur le comptoir dans la cuisine, au lieu le comptoir, ouais, non, c'est pas, enfin, des fruits dans la cuisine, au lieu d'avoir les barres de Snickers, par exemple. Donc avoir des rappels visuels pour créer ces automatismes, ça peut aider. On peut aussi utiliser une appli ou bien même un tableau accroché au mur ou un carnet, encore une fois, où on coche tous les jours, où on réalise cette habitude qu'on essaye d'instaurer pour avoir ce petit boost de dopamine et se motiver à continuer. C'est toujours assez plaisant, assez satisfaisant de cocher un jour. Ah, aujourd'hui je l'ai fait, voilà, je suis fière de moi. Perso, en tout cas, moi, ça marche très très bien. Pareil, avec mes clients, on utilise donc une appli où tu peux avoir des streaks. Je sais même pas comment ça s'appelle en français, mais en gros, toutes les semaines, tu sais, t'as réussi à terminer toute ta semaine et tu sais que ça fait par exemple 4 semaines à la suite que tu y arrives. Arrivé à la 5e, t'as pas envie de briser ta streak, quoi. C'est comme sur Duolingo aussi, j'ai la même chose. Je suis à 124 jours, je serais super dégoûtée si demain j'oubliais de faire mon Duolingo et je veux briser ma streak. Donc écoutez, ce qui fonctionne, il faut voir ce qui fonctionne avec soi surtout. Chez des gens, ça va les stresser trop, donc on n'utilise pas ça, mais pour certaines personnes, c'est un bon motivateur. Je dirais aussi s'entourer de gens chez qui ce genre d'habitude est ancré. Donc intégrer des communautés, écouter des podcasts, rejoindre des groupes Facebook, aller sur des forums, juste pour baigner dans ce mindset en fait. Parce que c'est souvent, surtout en termes de self-care, de fitness, c'est souvent un mindset qui doit changer et plus qu'une habitude à ancrer en fait. Et le fait d'avoir dans les oreilles ou devant les yeux, de s'entourer de gens qui sont chez qui c'est des comportements normaux, ça va beaucoup aider aussi avec la motivation et avec le fait de se dire de rendre ces habitudes plus naturelles dans notre vie parce que c'est la normalité autour de nous. Les gens font ça, les gens comme moi font ça, les gens qui veulent qui ont cette identité à laquelle j'aspire font ce genre de choses. Donc ça peut aussi beaucoup aider. Ouais. Moi, perso, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé, c'est clair. Et puis, un petit dernier, je dirais, s'autoriser des récompenses uniquement quand on réalise cette habitude. Donc avoir une conséquence positive ou négative à la réalisation de cette habitude. Par exemple, je n'écoute mes podcasts préférés que quand je vais marcher. Donc maintenant, j'ai hâte d'aller marcher parce que je veux écouter mes podcasts, je veux savoir ce qui se raconte. Donc maintenant, voilà, j'ai l'habitude après avoir mangé, donc je fais mon habit stacking. Le midi, je mange et juste après, je vais marcher un peu, j'écoute mon podcast préféré. Donc j'utilise plusieurs petites techniques comme ça. Où j'ai mon habit stacking après avoir mangé, je fais ça. J'ai aussi ma récompense quand je vais marcher, j'écoute mon podcast. Je pourrais avoir ce rappel visuel de mes chaussures près de la porte, par exemple, ou
ou de ma notification pour mon nouvel épisode de podcast qui fait que, ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Enfin, ça me fait un petit rappel visuel. Et puis, je le fais d'ailleurs, puisque je compte mes pas aussi tous les jours. Donc, j'ai mon appli qui me dit, bon, aujourd'hui, tu as réussi à faire tes 6000, 8000 pas. Et j'ai cette idée aussi de streak. Donc voilà, il y a plein de petites techniques comme ça qui peuvent aider à rendre des habitudes automatiques. J'espère que certaines d'entre elles auront été utiles et que ça t'inspirera. La dernière question du jour, c'est en quoi le tapis de yoga est-il important? Est-il indispensable à la pratique? Alors, ouais, j'aime bien cette question parce qu'au début, je me suis dit, quelle drôle de question, évidemment que enfin, évidemment que c'est important. Et en fait, ça a mené ma réflexion à un endroit inattendu et c'était super intéressant. Du coup, restez là. Donc oui, le tapis de yoga, en tout cas, il rend la pratique déjà plus confortable, clairement, d'un aspect purement pratique. Ça amortit les genoux, c'est plus agréable de pratiquer sur une surface un peu douce, un peu molle, un peu moelleuse, que sur un sol dur ou potentiellement froid. Personnellement, dans ma pièce où je fais du yoga, en hiver, le sol devient très froid et du coup, je double, triple, quadruple mon tapis pour ne pas devoir faire Shavasana sur un sol froid parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir froid pendant Shavasana. Ça peut aussi améliorer bien sûr le grip au niveau des mains. Si on a tendance à transpirer notamment sur un sol normal, on va sans doute davantage glisser, alors que si on a un tapis ou avec un bon grip, ça permet de rester en place. Et on peut aussi avoir d'ailleurs une serviette en microfibre par-dessus qui va aider ça aussi. Donc d'un point de vue voilà, purement pratique, c'est pas indispensable, mais ça rend la pratique beaucoup plus confortable. Mais aussi, je trouve que ça marque l'espace où on pratique. Personnellement, je pratique toujours mon yoga au même endroit. J'ai mon tapis qui est toujours plus ou moins en place. Il est juste un petit peu replié pour pas que mon chat s'y installe trop. Ou il fasse ses griffes. Mais j'ai mon tapis qui est toujours en place. Et rien que le fait de me retrouver, de m'asseoir sur mon tapis, je me sens déjà un peu apaisée. En fait, il y a cette idée, il y a cet effet Pavlov qui fait que je sais que quand je suis sur mon tapis, il y a que des choses bien qui vont se passer en fait. Je sais qu'après ma séance, je vais me sentir mieux et j'ai déjà ce sentiment d'apaisement, comme si c'était un refuge à part entière dans ma propre maison. Et un endroit où je peux revenir quand j'ai besoin de souffler un peu, c'est mon sanctuaire un peu. Il y a ce côté un peu objet de rituel, sanctuaire. Et d'ailleurs, parfois, je vais juste m'y asseoir, je vais juste me poser sur mon tapis sans faire de yoga ou sans méditer particulièrement, mais juste pour être assise là, potentiellement aussi avec mon petit chinchilla autour de moi. Et voilà, et c'est un endroit où on se sent bien. Donc, est-ce qu'il est indispensable à la pratique? Non, tu peux faire du yoga sur une serviette de plage, ou tu peux même faire du yoga par terre, tu peux faire du yoga sur un tapis normal, tu peux faire du yoga n'importe où. Il n'y a pas de côté indispensable, mais important et qui change un peu la donne à plein de points, je dirais que oui. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été utile comme d'habitude. N'hésitez pas à m'envoyer des questions. C'est toujours un plaisir de les lire, d'y répondre et d'avoir vos retours aussi ensuite. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci.